vidéo par vous partager deux choses qui se sont passées aujourd'hui. Donc, on est quelques heures après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. J'avais prévu de le regarder ici, sauf qu'avec le décalage horaire, c'était à 4h du matin le match. Donc j'étais très excité, j'ai oublié de mettre un réveil. Donc Dieu merci, mes colocs se réveillent très tôt. À 5h45, m'ont réveillé. Bon, je suis arrivé, il y avait déjà 80 minutes de jeu. 1-1. Donc j'ai pas regardé les 10 dernières minutes. Ensuite, les prolongations. Et la moitié des tirs au but dans la voiture parce que on allait déposer un de nos colocs pour qu'il s'en aille. Et donc voilà. Donc il y a eu ça, un peu ce drame qui a fait que j'ai loupé complètement le match. Bon, quand j'ai vu qu'à 80 minutes, j'avais 1-1. Un premier but à 5 minutes. Et un deuxième sur penalty, 60 minutes. Et je me suis dit que j'avais pas loupé le match de l'année. Mais quand même, j'avais envie d'être là. Au moins, j'étais là à la fin. Voilà, la célébration avec tout le monde. Deuxième événement tragique, quand je me suis réveillé à 5h45, je suis allé me faire une tisane. Quand je reviens, je vois quoi dans mon lit? Attention, âme sensible, hein. Si vous aimez pas trop tout ce qui est truc dégueu, attention. 3, 2, 1. Une souris morte, écrasée par moi pendant la nuit. C'est-à-dire que on a une souris dans la maison qui graille tout le temps des trucs. Et il lui arrive de venir dans ma chambre. Je retrouve tout le temps des caca de souris partout, ça me rend un petit peu crazy. Et là je viens et je vois, elle est là où en fait je dors dans un duvet. Donc elle était entre le matelas et le duvet. Donc c'est pas directement moi qui l'ai touché, tu vois, mais quand même. Des petites taches de sang et tout ça m'a dégoûté. Dès le matin, tu vois, je me réveille 5h45. Je suis fatigué, j'ai loupé tout le match, je suis dégoûté, je vois une souris dans mon lit, morte écrasée, je vous jure, c'était une dure matinée. Mais je suis très content, pourquoi? Parce qu'on se retrouve pour une vidéo que j'apprécie tout particulièrement. On va parler de foot, vous l'avez vu, ça va être une vidéo un petit peu longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va parler du nouveau club que j'ai commencé à supporter depuis cette année. Petite seconde, je retrouve mes petites notes. Sachez qu'à partir de l'année prochaine, on fera des petits débriefs de match. Donc par exemple, là de base, j'avais prévu de faire un débrief du match de LDC, mais je dormais. Donc je n'ai rien pu voir. Et donc on fera un peu plus de contenu sur le foot l'année prochaine, mais bref. Donc, je vous fais une vidéo car j'ai décidé de supporter un club de foot pour cette année 2025. Pour cette vidéo, je vais vous raconter tout d'abord quel est un petit peu mon lien au foot. Pourquoi j'ai commencé qu'à partir de maintenant de supporter un club. Pourquoi ce club. Et après on va faire un petit bilan de la saison. Alors, déjà, sachez que je suis un peu un footix. Dans le sens où je connais pas grand chose à l'histoire du foot. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo sur l'histoire du foot. Je connais rien aux légendes, à part Messi, Neymar, Cristiano. Les légendes d'avant, je connais que deux noms. J'ai aucun exploit, enfin voilà, j'ai tout à découvrir dans ce milieu. Et puis au début, pour être honnête, je n'aimais pas le foot. Quand j'étais plus jeune, ma famille, personne ne regarde de foot. Mon père, il est tout ce qui est mer, il adore la mer, donc tous les sports nautiques. Ma mère, elle kiffe le tennis. Mais personne ne faisait de foot. Quand je suis arrivé au collège, j'avais des potes qui étaient pour le Paris Saint-Germain et des potes qui étaient pour l'OM parce que j'habite un peu dans le sud. Donc la plupart étaient pour l'OM et quelques-uns étaient pour le Paris Saint-Germain. Mais moi, encore une fois, je m'en foutais. On arrive, époque Coupe du Monde 2014, j'étais très jeune. Donc j'ai aucun souvenir de cette Coupe du Monde. Simplement qu'on le regardait dans un bar de mon village alors que j'étais un mini-mouse. Et je me souviens parce qu'on prenait des cols Ardèche. Voilà, donc c'était Coca-Cola qui venait de l'Ardèche. Cette Coupe du Monde, j'en ai aucun souvenir à part que c'était en été, il me semble. On arrive ensuite en 2016, Euro 2016. Qu'est-ce qui se passe en Euro 2016? Ah oui, c'est le Portugal qui gagne à 1-0 pendant cette finale. C'est bizarre parce que j'avais aucun souvenir du but. J'avais simplement un souvenir de Ronaldo qui se blesse et qui sort au début. Ensuite on arrive 2018. Là je suis un peu plus grand. 2018
18, j'ai 14 ans. Je commence à regarder les matchs de la France entièrement. Cette finale, enfin je regarde quoi? Je regarde la Croatie, la Belgique, l'Argentine. Et je crois que c'est tout. En tout cas, c'est tout ce dont je me souviens. Mais je regardais avec mes potes, quoi. Mais toujours rien sur les clubs et tout ça. C'était vraiment, tu sais, ce que tout le monde regarde quand il s'agit de foot, c'est les tournois internationaux. Et donc, c'est là que j'apprends qu'on a été une grande nation. C'est là qu'on découvre Mbappé. C'est là que j'apprends qu'on a une deuxième étoile, puisqu'on a gagné en 98. Et voilà. Donc, je commence à avoir une petite hype autour du foot à partir de ce moment-là. Parce qu'on est bon en France. Voilà, je pense que si on a été naze en France, j'aurais jamais regardé le foot en premier temps. Ensuite, 2020, l'Euro. J'avais énormément d'espoir, puis on se fait éliminer par la Suisse. Donc un peu dégoûté, mais en même temps, l'Euro me hype pas tant que ça. On arrive en 2022. Coupe du Monde. Là, je commençais déjà un peu plus à m'intéresser au club. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais pas le Paris Saint-Germain avec Mbappé. Je sais pas pourquoi. En fait, je trouvais que c'était trop facile d'être déçu avec des stars. Des stars dans ce club, c'était trop facile d'être déçu. T'avais pas un truc où tu construisais l'équipe petit à petit. Et donc, gagner, ça devenait pas quelque chose d'acquis. Tu vois, ça devenait quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Alors que quand il y a eu je sais plus quand est-ce qu'ils sont arrivés, mais Messi, Neymar, Mbappé, tu t'attendais. En fait, c'est acquis. Normalement, la victoire, tu l'as. Et donc, quand tu perdais, voilà, tout le monde tombait dessus. Bref. On arrive en 2022, j'aime pas Mbappé et je commence à trouver que je l'aime en fait, mais que dans les tournois internationaux. Donc tous les matchs de Coupe du Monde 2022, j'ai regardé la France. Cette fameuse finale, je me souviens que j'étais dans ma famille dans le Nord. Cette fameuse finale, les roller coasters, vraiment montagne russe. Je pensais qu'on allait se faire éclater. Après j'ai un espoir, j'ai l'impression qu'on va gagner. Après il réégalise, j'ai envie de mourir. Et après Colomboigny, le traumatisme. Et quand on est arrivé au tir au but, je savais que c'était mort parce que je ressentais qu'on n'était pas à l'aise. Déjà Lloris, on sait qu'il est pas très bon pour les pénaltys, tir au but, tout ça. Et je me crois qu'il y avait que des jeunes en fait, que des jeunes pas expérimentés. Et donc faire ça en finale de Coupe du Monde, trop de pression. Et donc voilà, à partir de 2024, je commence à regarder les clubs. Je commence à regarder les résumés, surtout la Liga, Barcelone, Real, le Bayern un petit peu, mais ni Ligue 1 ni Première Ligue. Un peu de Serie A aussi. Et voilà, c'est aussi je crois 2024 où Mbappé part. Et donc je suis le plus heureux parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sans Mbappé. Surtout qu'il avait dit si je liais mon avenir à la LDC, je serais parti bien loin. On en rigole encore aujourd'hui, mais bref, donc voilà. 2025 on arrive, je commence à regarder tous les résumés de toutes les ligues. Et arrive l'épopée folle des matchs de Paris en Ligue des Champions avec toute... J'adorais Luis Enrique dès qu'il est arrivé. J'étais pas fan de l'équipe foncièrement, mais ça marchait quoi, ça marchait super bien. Et j'étais pas fan des joueurs individuellement au tout début, mais j'étais fan de l'énergie collective. Moi j'adore quand c'est un collectif qui gagne plutôt que des stars. Et donc voilà, donc il y a cette épopée complètement folle. Et à ce moment-là, je commence à avoir, enfin j'avais déjà, mais je commence à vraiment vouloir supporter une équipe pour vraiment me plonger dans ce monde et suivre assidûment tous les matchs, tous les trucs et tout. Et j'entends qu'il y a un nouveau projet de club avec un club qui monte en Ligue 1. Vous vous doutez, je vous parle du Paris FC. Le projet Paris FC qui est racheté par la famille Arnaud, donc qui devient actionnaire majoritaire en collaboration avec Red Bull et Klopp, Jürgen, je sais pas comment on dit, Jürgen Klopp, qui est directeur de la section football de Red Bull. Et donc là je me dis ok c'est cool, un club parisien qui a beaucoup d'ambition, qui appartient
française plutôt qu'au Qatar. Je me suis dit ok, allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc j'ai commencé la saison comme ça. Avant de parler de la saison, je vous raconte rapidement l'histoire du club. Donc l'histoire du Paris FC, donc le club que j'ai décidé de supporter. Commence en 1969. En 1969, ça date. À ce moment-là, Paris n'a plus de club dans l'élite et décide donc de lancer avec la FFF une initiative, le Paris Football Club. Donc voilà, ça avance et tout. À un moment, le Paris Football Club et le PSG ont fusionné pendant 2 ans. Puis au final, se sont séparés. Le Paris FC allait en élite, le PSG est redescendu et ça s'est inversé avec le temps. En 1983, le Paris FC est en 4ème division et pendant les 10 prochaines années, ils vont progresser petit à petit. Au début des années 2000, après une relégation, là on commence à beaucoup réinvestir dans le club avec un centre de formation, un stade, le stade Charletti et une section féminine qui actuellement est très forte puisque dans la Ligue Arkema, elles sont 2e derrière l'OL et devant le Paris Saint-Germain. On a un président qui est là depuis 2012, Pierre Ferraggi, et qui est encore là aujourd'hui. Il y a un petit documentaire sorti sur la chaîne de la Ligue 1 sur YouTube qui montre un peu comment le Paris FC est arrivé dans la Ligue 1. Et donc on arrive en 2024, année du changement. La famille Arnaud qui devient propriétaire du club en étant actionnaire majoritaire à 52%. Et après une très bonne saison en Ligue 2, ils accèdent à la Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Et donc on arrive à la deuxième partie de la vidéo et qui est l'équipe 2025-2026. Donc là, je voulais vous dire un petit peu quels joueurs on a. Donc déjà, il faut savoir qu'on a changé de coach. Donc la montée en Ligue 2 s'est effectuée sous la direction de Stéphane Gilly. Donc le coach qui a commencé la Ligue 1 et au final en cours de saison, pour des résultats jugés trop décevants, il a malheureusement été bench et on a récupéré Antoine Campoiré. Mais bon, on en parlera après. Là, pour parler de l'équipe en goal, on a commencé la saison avec Nkambadio, seulement 23 ans. Moi, je l'aimais beaucoup. Il y avait quelques petites erreurs, mais je trouvais que il en faisait toujours. Enfin, en fait, je sais pas comment dire, mais à chaque fois j'avais peur et à chaque fois il me surprenait positivement. Donc j'ai commencé à vraiment bien l'aimer. Et il est très jeune, 23 ans, donc on peut espérer qu'il devienne vraiment très très solide. Après, est-ce qu'il va rester au club? Je ne sais pas, puisqu'il a été tout simplement mis sur le banc à l'arrivée du gardien Kevin Trapp, donc gardien allemand qui a été au PSG, il me semble. Au début, il y a eu un petit concours, on va dire, entre les deux pour savoir qui est le gardien titulaire. Et Kevin Trapp s'est un peu imposé. Et pour le bien de l'équipe, puisqu'il est en effet très très bon, il a dit qu'il voulait rester au Paris FC. Pour la saison prochaine, je pense que c'est une bonne idée, puisque dans les gros matchs contre des gros clubs comme le Paris Saint-Germain, il a été assez solide. Donc c'est bien pour qu'on puisse viser un peu plus le haut tableau de la Ligue 1. Ensuite en défense, on a beaucoup de joueurs dont j'ai aucun souvenir. Je vais les citer. On a Olila, Kolodziejska, je sais pas comment on dit, Timothée on va l'appeler, Sofiane à la couche, Traoré, aucune idée de s'il est blessé, mais il est arrivé au mercato d'hiver et il a fait que 2 matchs. Donc on a ceux-là. Ensuite en début de saison on avait des joueurs qui étaient titulaires. Par exemple on avait De Smet, Thibaut De Smet et Cherki. Mais honnêtement je pense qu'ils sont pas. Enfin je les aime bien mais je pense pas qu'ils sont au niveau des ambitions de l'équipe. On a aussi Otavio qui a été une des plus grosses recrues du début de saison financièrement. Il a joué un début mais il a fait beaucoup de fautes. Il n'était pas, je pense, à la hauteur de ce que le club espérait. On a après l'arrivée de mon joueur préféré de la saison en défense, Diego Coppola, un Italien qui a 23 ans aussi très jeune. Il est arrivé sous la forme d'un prêt, donc malheureusement il est reparti là en fin de saison, donc on va pas l'avoir pour la saison prochaine. Je l'aimais beaucoup, hyper serein, enfin je trouve qu'il apportait une stabilité. Je trouvais qu'il faisait jamais de trucs un peu inutiles, tu vois. Quand il y avait une opportunité en avant, il faisait une passe en avant. Quand c'était fallait calmer le jeu, il faisait des passes au gardien. Enfin tu vois, je trouve qu'il était très. J'ai beaucoup aimé Diego Coppola. On a Mustapha Embo, un joueur sénégalais qui j'ai vu était au Paris FC depuis 2023. Donc moi par exemple là c'est là où je suis en boutique, c'est que je n'arrive pas à voir pourquoi
cesse de l'encenser. On a Noah Sangui qui joue latéral gauche, très jeune, il a 20 ans, qui en vrai est pas mauvais. Il fait pas mal d'erreurs parce qu'il est assez jeune, je pense. Je sais pas si c'est son poste de base. Parce que déjà, quand il joue, j'ai l'impression que c'est un mec qui joue défenseur de base et qui essaie de s'adapter à ce nouveau rôle. Parce qu'il le fait quand même, il attaque, il est offensif. Il défend aussi. Mais il se laisse un peu trop emporter par ses émotions. Parfois, je me souviens d'un match. J'ai noté, est-ce que c'est contre Monaco? Non, Lille. À un moment, il se fait passer par un mec. Du coup, tu sens qu'il est un petit peu piqué. Il le suit. Et en fait, il traverse toute la défense. Il va de gauche à droite. Et du coup, il y a une ouverture au deuxième poteau. Et en fait, il libère tout un espace pour les attaquants adverses. Donc, voilà, quelques trucs où il manque un peu d'expérience, je pense. Je pense que Noah Sangui l'envoyer en prêt ou le garder en, je sais pas, en deuxième joueur, ça peut être bien. Je pense qu'en prêt c'est bien parce que quand c'est un jeune, il faut le faire jouer quand même. Un petit prêt jeune saison, c'est pas mal. Mais voilà. En latéral droit, on a Adama Kamara. Pareil, qui se fait énormément encenser, que moi j'arrive pas trop à capter. Mais voilà. Ensuite en milieu, on a... je vais commencer par les joueurs pareils qui ne jouent pas vraiment. Marchetti qui rentre quelques fois, qui a des bonnes frappes, qui apporte un peu de danger. Mais voilà, il n'a pas le niveau des titulaires. On a sinon Cafaro, je me souviens pas. Et donc dans les titus, en général, on a Maxime Lopez, connu comme un des anciens Marseillais. Moi je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il est, en tout cas au début de saison, je trouvais qu'il était surcoté. Après quand Antoine Comboire est arrivé, il l'a mis sur le banc. Et ça m'a fait plaisir parce que je trouvais qu'il y avait un peu de suffisance dans sa manière de jouer. Tu sentais qu'il était, il savait qu'il était bon. Et il faisait des trucs bien mais qui n'étaient pas hyper utiles tout le temps. Et donc quand Camboire est arrivé, il l'a mis sur le banc. Je trouvais que c'était une bonne décision pour faire jouer un peu les autres qui se la donnent un peu plus. Et du coup après quand il est revenu titulaire, il était hyper bon. Son aisance technique qui le place parmi le top des joueurs de Ligue 1 je pense, lui permet d'être hyper efficace avec l'équipe quoi. Donc voilà, ce nouveau Maxime Lopez, j'aime beaucoup. Hâte de voir ce qu'il va donner pour la saison d'après. Ilan Kebal, évidemment je crois qu'il est meilleur buteur cette saison du Paris FC. C'est un petit peu le petit diamant. C'est quand je suis arrivé au tout début et que je découvrais l'équipe, c'était mon joueur préféré direct. Dribbleur, il est petit donc il a un centre de gravité assez bas, donc il est très vif sur les appuis. Une bonne frappe. Tout ce qu'il aime beaucoup faire, c'est rentrer sur la gauche, comme un peu au lycée fait, où il y a mal, mais version Kebal quand même. Mais rentrer sur son pied gauche et une enroulée. Il a mis des très beaux buts, surtout en début de saison. Un moment, au tout début de saison, je crois qu'il a été dans le top 3 des meilleurs buteurs de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Après, il s'est blessé, il a mis un peu moins de buts. Là, quand je regarde ses stats, il a 9 buts et 4 passes décisives au final cette saison. J'ai entendu dire qu'il y avait moyen qu'il parte du Paris FC. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Je sais pas, parce qu'en même temps, il est pas tout jeune. Je crois qu'il a 27 ans, pardon. Il a fait une bonne saison, donc si le Paris FC peut en tirer un bon prix, c'est cool. Surtout qu'il fait un peu comme genre Mbappé. En gros, quand Camboire le mettait au milieu, il avait tendance à dériver sur les côtés. Il s'appliquait pas vraiment à son rôle que l'entraîneur lui confiait, donc voilà. Si on peut le vendre à bon prix pour avoir un... Parce que j'ai quelqu'un sur le côté que je préfère, mais bref. En autre milieu, on a mon chouchou de l'équipe à ce poste-là, c'est Pierre Alès Melou, un Oyens, un daron qui est arrivé, il me semble, de Rennes, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ce qui me saoulait un petit peu dans l'équipe au début, c'est que je trouvais qu'on était hyper désorganisé. On perdait beaucoup le ballon parce qu'on paniquait, tu vois, quand on était pressé et qu'il fallait un peu retemporiser. Et bah, on se prenait des buts sur des erreurs de passe, de trucs comme voilà. Et quand il est arrivé, il a tout de suite stabilisé l'équipe, il a tout de suite stabilisé le jeu. Il est hyper serein, il est très intelligent dans le jeu. Je trouve qu'il apporte ce côté, il a ce côté cadre en fait. Donc quand Boire il a mis capitaine à la place de Maxime Lopez, j'étais très heureux encore une fois parce que il a l'aura d'un capitaine. Il parle à tout le monde. C'est le point de centre de l'attaque et de la défense, enfin de l'équipe en fait.
il calme la défense quand il faut. Il arrive à récupérer des bons ballons, il est assez agressif parfois. Quand le jeu en attaque est un peu dur, il rajoute un petit peu de danger, il rajoute des bonnes passes, il rajoute quelques petites frappes qui peuvent créer le danger. Donc c'est cool. Donc, vraiment, moi je l'aime beaucoup. Et après, il se fait un petit peu vieux. Est-ce que des fois, t'as des joueurs un peu vieux qui, d'une saison à une autre, oui, tombent complètement. Genre Salah, il a fait une saison où il pouvait être ballon d'or et la saison d'après, retraité. Donc voilà, on va voir. Moi je l'aime bien. J'espère vraiment qu'il va rester à son niveau et qu'on va le garder. Marshall Munetsi, qui a été quasi un 9 voilà, au début, quand il a été titulaire. Moi j'arrive pas trop, j'avoue que j'ai pas assez de matchs pour voir quelle est sa contribution à l'équipe. À part ses buts évidemment, mais dans le jeu je veux dire. Donc voilà, j'attends de voir la saison prochaine pour me faire un avis sur Munetsi, mais il a mis des buts. Hein. Ce qu'on attendait, pas ce qu'on attendait forcément de lui, mais voilà. Et la pépite, Rudy Matondo, qu'on a volé à la Géocère il me semble. Lui, je pense qu'il faut lui mettre une clause. Il perd 200 millions d'euros, voilà déjà dès le début, parce qu'il est trop fort, il est hyper agressif, il se comporte, t'as l'impression qu'il a de l'expérience depuis hyper bête. Et à un moment il a mis un double, enfin vraiment il est incroyable, il est hyper jeune. Donc je pense qu'il va il y a des grands clubs européens saison prochaine qui peuvent le prendre. Je pense qu'il peut faire une saison incroyable saison prochaine s'il reste au Paris FC, donc je pense qu'il va partir après la saison prochaine dans un grand club européen. Il est vraiment fort. Il a confiance en lui quand il joue et tout. Enfin, vraiment, c'est agréable de l'avoir dans l'équipe. Il n'est pas tout le temps titulaire parce qu'on a quand même un bon milieu. Il a mis un doublé contre Brest. Mais voilà. Je pense que ces clubs a des ambitions un peu européennes, que ce soit l'Europa League ou quoi. C'est bien d'avoir un joueur de ce niveau. Après, il est encore jeune. Donc, à voir si des clubs vont vouloir l'acheter pour avoir un banc un peu avec du potentiel. Bref, on passe aux attaquants. Alors, dans les attaquants, ceux qui ne jouent pas, on a Lamine Gueye, que j'ai jamais vu. Julien Lopez, qui est le frère de Maxime Lopez, a joué quelques matchs au début de saison, mais voilà. Pierre-Yves Hamel, qui je pense a joué en Ligue 2, mais je crois que je l'ai jamais vu jouer en Ligue 1. Sur FIFA, j'avais le Paris FC, je l'ai vendu direct. William Jebels, je crois que c'était un flop à l'OL. Et je crois qu'il a un peu aussi flop au Paris FC. Même si en fin de saison il a fait un ou deux bons matchs quoi. On a Gori qui a quand même fait un bon match contre le Paris Saint-Germain, puisque la dernière journée de Ligue 1 on a gagné contre le Paris Saint-Germain grâce à un doublé de Gori. Jean-Philippe Grasso, que moi j'aime bien, mais est-ce qu'il a le niveau des grands matchs de Ligue 1? J'ai peur que non. Je trouvais qu'il avait des bons éclairs de lucidité. Parfois il faisait des moves où je m'y attendais pas et me surprenait positivement. Il avait une bonne finition et tout, mais je pense pas qu'il ait le calibre d'être un joueur décisif dans les grands matchs. Donc voilà. On a qui d'autre? Est-ce qu'on a d'autres remplaçants? Non. Alors, au niveau des titulaires, on a Ciro Immobile. Un an et un souci, un tonton. Je l'appelle tonton, moi, quand il joue, il a 35 ans. Donc au début, quand il est arrivé, j'avais peur. Je me suis dit, putain, le tonton, il va servir à rien. On l'a récupéré au mercato d'hiver parce qu'il a été en 2020 soulier d'or. Donc c'est celui qui marque le plus de buts, je crois, dans le championnat européen. Et donc on l'a acheté parce qu'on avait besoin d'un neuf. Il a donc remplacé Grasso et Jebels, qui n'étaient pas au niveau des attentes. Donc au début, j'étais mitigé. Il a fait beaucoup de matchs sans marquer. J'avais une stat à un moment où je regardais quand c'était ses premiers matchs. Un tir cadré en 245 minutes jouées, 6 x 4, 24. Donc en 4 matchs, il a fait un tir cadré. En gros, si on enlève les temps additionnels, tout ça. Un tir cadré en 4 matchs. Donc c'est pas ouf pour un numéro 9. Mais au final, il a bien fini la saison. Il a apporté du danger, il a fait des bonnes reprises de volée, il a une bonne finition en fait. Il a juste pas les jambes et pas le cardio pour assurer des attaques éclairs, mais quand il y a des balles qu'il faut récupérer et mettre au fond des filets devant les cages, il est là. Donc voilà. J'espère qu'on s'en débarrasse saison prochaine, pour être honnête, il est pas non plus au niveau de ce
ce qu'on voudrait pour une équipe de top Ligue 1. Mais voilà, on a Iconé, un ancien du Paris Saint-Germain que au début je comprenais pas trop. J'arrivais pas à savoir quel était son poste, quelles étaient ses qualités. Et au final, je l'ai adoré sur le côté droit à la place de Kebal. Quand Kebal était blessé, Camboire a fait jouer Iconé à droite et je l'ai adoré. À l'aise techniquement, il est incisif, il fait des bonnes passes, il a une bonne finition. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il lui manque encore un poil pour être un des meilleurs joueurs de l'équipe. Mais voilà, donc à voir ce qu'il en advient saison prochaine. Moi, je l'ai beaucoup aimé pendant cette saison. Un de mes joueurs phares. On a Moses Simon qui est arrivé de Nantes. Je l'aime pas du tout celui-là. Je l'ai trouvé nul dès le début. Je l'aime pas. Il est vieux déjà, donc il a pas la patate de certains. Il tente énormément de dribbles. Il les loupe la plupart du temps. Tu vas en avoir 1 sur 7 qui va passer. La stat 1 sur 7 est un peu bizarre, mais voilà. Je l'aime pas. Quand il jouait au début, je l'aimais pas. Quand Camboire est arrivé, comme il a entraîné le FC Nantes avant, il l'a tout le temps fait jouer. Moi, je l'aimais pas, il me saoulait. Moi, ce que je voulais, c'était que Lucas Coleocho, le dernier joueur de l'équipe, soit titulaire. Il a 21 ans, il est italien et je l'aime beaucoup. C'est mon chouchou aussi. Avec Rudy Matondo, c'est mes jeunes chouchous. Donc il est arrivé en prêt avec option d'achat au mercato d'hiver. Je sais pas si on l'a acheté, je sais pas de ce qu'il en est. Mais dès le début, je l'ai trouvé méga impactant. Dès qu'il rentrait en match, il apportait du danger. Il faisait des dribbles qui avaient du sens. Ça marchait. En fait, c'est Moses Simon en plus jeune qui réussit et qui, comme il manque un peu d'expérience, faisait quelques petites erreurs. Mais moi, je le trouve tellement au-dessus. Je pense pas qu'on va l'acheter parce qu'il a très peu joué au final. Il a jamais, je crois qu'il a été titulaire qu'une seule fois. Camboire, il le fait jamais jouer. Il a fait jouer quelques fois neuf. Il se donnait à chaque fois. Léo Chaud, vraiment, il se la butait. Il donnait tout. Il était rouge à la fin. Moi, je l'aimais beaucoup. Bref, je vais suivre un petit peu. J'espère qu'on va le regretter si on ne prend pas et qu'il va être top dans les grands clubs européens. Ils font que de faire du bruit, frère. J'en peux plus. 1 heure de tournage parce qu'ils font du bruit. Dans de cette première saison. On arrive. Ils sont en train de regarder la Game 7 des Spurs contre OKC avec Wembanyama contre Shai. Donc c'est la fête. Ok, si je dois vous faire mon 11 préféré, on a en goal évidemment Kevin Trapp. En défense, je mets une défense à 4, je mets Sangui à gauche, Camara à droite et en défense centrale, Coppola et Embo. Milieu de terrain, je mets Les Melou, milieu défenseur, et en milieu offensif, Matondo, Rudy Matondo. J'allais dire que j'ai mis Kebal, mais Kebal, j'ai peur qu'il dévie trop sur la droite, mais vas-y, je vais mettre Kebal. À droite, Iconé, à gauche, Coleocho, et en pointe, vas-y, je teste Munetsi, Marshall Munetsi. À la place de Cielo Immobile, ça ce serait mon 11 parfait. Mais de toute façon, quand on va parler du bilan de la saison, vous allez voir que mon 11 parfait ne compte pas beaucoup puisque Camboire a fait son propre 11 et que ça a très bien fonctionné. Donc pour faire la troisième et dernière partie bilan de cette première saison en Ligue 1 sous cette nouvelle ère du Paris AFC. Donc j'ai pas suivi la Ligue 2, donc je serais incapable de vous dire qu'est-ce qu'il en a été de cette saison. Mais donc j'ai commencé à regarder les matchs du Paris AFC dès août. Il me semble que c'était en août les matchs de préparation. Je me souviens qu'on avait joué contre des équipes comme Monaco et Nice. On avait gagné contre Monaco et Nice, il me semble. Au moins un des deux. Mais en tout cas, je sais qu'on avait fait un bon début. On avait gagné contre Nantes aussi. Et donc moi, j'ai commencé à être hypé. Je me suis dit, on va tout casser. Sauf que je connaissais pas vraiment le niveau de la Ligue 1. Je savais pas que Nantes c'était une équipe bas de tableau, par exemple. Au final, début de saison assez mitigé. Pas mal de défaites. On encaissait beaucoup de buts. C'était surtout ça. On a eu quelques victoires par-ci par-là, pas mal de matchs nuls, mais beaucoup de défaites. On a eu un superbe 3-3 contre l'OL en début de saison, et donc je me suis dit, ok, contre des gros clubs, on peut faire des bonnes perfs.
Donc j'ai commencé à avoir pas mal d'espoir, mais on était trop irréguliers contre les petits clubs, enfin les clubs normaux, tu vois. Surtout qu'après on s'est pris un 5-2 par l'OM au Vélodrome. Ensuite voilà, encore pas mal de défaites, quelques matchs nuls, quelques victoires. Ensuite on a perdu contre le PSG 1-0 il me semble, ou 2-0, je sais plus. Mais la semaine d'après on les a éliminés de la Coupe de France 1-0. Donc c'était cool, mais après on s'est fait éliminer par Lorient. Et après cette défaite face à Lorient, c'est là que Stéphane Gilly s'est fait bench, enfin il s'est fait virer quoi. Fin de la collaboration, et on a Antoine Cambouré qui a pris les rênes de cette équipe du Paris FC. Donc c'est là que j'ai découvert qui était Antoine Cambouré, un entraîneur historique du championnat français. Il a fait monter des clubs en Ligue 1, il a entraîné le PSG, il a aussi entraîné Al Hilal, je ne savais pas. Et il a notamment réussi à sauver Nantes qui allait quitter la Ligue 1 en 2021. Et il lui a fait gagner la Coupe de France l'année d'après en 2022. Donc voilà, ça présage du bon pour notre club parisien. Parce qu'il reste Camboiré. Donc hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte de la saison prochaine. J'ai surtout hâte du mercato. On va en parler en vidéo du mercato. Et voilà. Donc Camboiré arrive et là c'est la régalade. On oscillait avec Stéphane Gilly entre la 10e et la 14e place. Là, Antoine, il nous donne du caviar dès le début. 1-0 contre Nice. Domination totale contre l'ON. Et au final, il s'égalise à la toute fin. Grâce à un penalty, on gagne contre le Havre. On se refait mêler par Lorient. Ils étaient vraiment forts. J'ai découvert qu'ils sont vraiment forts. Lorient, comme c'est une petite ville, je me suis dit, bon, un club nul. Mais en fait, des joueurs comme Bamba Dieng ou Bachis, je les ai découverts, je les ai trouvés incroyables. Après on a éteint Monaco 4-1 alors qu'ils avaient 67% de possession, 11 corners. Nous on avait un corner. Ils avaient plus de tirs, plus de passes, mais bon, voilà. Ils n'avaient pas Camboiré. Ensuite on a fait un match contre Metz, qui repart en Ligue 2 je crois. On a aligné une équipe un peu hybride et on a gagné 3-1. 4-0 contre Brest. On a perdu contre Lille, mais on menait pendant pas mal de temps. Il y avait 1-0, je me suis dit mais putain on est en train de devenir les GOAT. Et après la fin ils ont égalisé 2 buts en vraiment genre 5 minutes. Mais voilà, ça crée un peu de... J'étais content. Et après pour mon plus grand bonheur et pour le plus grand malheur d'un de mes meilleurs amis, surtout que c'était juste avant la Ligue des Champions, la finale, on gagne dans ce deuxième derby parisien du championnat. On gagne 2-1 contre le tenant du titre de la LDC et contre le deuxième, enfin comment dire, je sais pas, mais ils ont fait le back-to-back. Donc on a gagné contre le tenant du titre de la LDC et celui qui allait gagner la LDC. Donc dingo, et c'était pas une équipe hybride, il y avait vraiment tout le monde il me semble. C'était vraiment, il y avait tous les titulaires, mais bon évidemment ils s'en foutaient parce que c'est la fin de saison, ils sont déjà premiers, ils ont la finale de LDC, mais quand même, c'est un symbole. Au final, les stats de Camboiré, c'est 11 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Le GOAT ultime, j'ai hâte de le voir pour la prochaine saison. Et voilà. Donc on fera une vidéo sur les transferts de cet été, le mercato. On fera des vidéos un peu pour débriefer certains matchs. On fera un bilan de la prochaine saison évidemment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est méga longue, je l'ai tournée en plusieurs fois en plus à cause du bruit des colocs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez venir dans l'aventure avec moi? Est-ce que vous voulez que je vous fasse des débriefs à chaque match? Dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette aventure. Moi en tout cas j'étais à fond dedans pendant cette saison et je vais être à fond dedans pendant la prochaine. Si vous avez envie de vous intéresser au foot et que vous saviez pas trop comment faire, je vous propose de tout simplement me suivre dans cette aventure. Vous sentirez un peu, tu vois, dedans. Peut-être que moi j'ai un abonnement, donc je pourrais les regarder, vous faire des débriefs des matchs. Voilà, écrire une petite histoire autour, ça peut être sympa. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle. C'était Monsieur H.